bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Marie Delessac, gérante allocataire chez Edmond de Rothschild Asset Management. Bonjour Marie. Bonjour Laurent. Bon, on est là forcément ensemble aujourd'hui pour commenter ce qui se passe sur les marchés, sur les bourses, des marchés qui réagissent forcément depuis le déclenchement de l'opération militaire conjointe entre Israël et les États-Unis contre l'Iran, la riposte régionale qui a suivi, qui a plutôt tendance d'ailleurs à s'intensifier, à s'élargir aussi géographiquement, et puis des questions assez légitimes qu'on va se poser sur l'influence que ça peut avoir sur les marchés à court et à long terme. Peut-être déjà un point sur ces marchés. Aujourd'hui, on voit qu'il y a eu des mouvements de correction, des mouvements de baisse. On peut se dire quand même, Marie, que c'est pour le moment assez limité, que les marchés résistent plutôt bien. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Et si oui, qu'est-ce qu'il explique? En fait, on a eu vraiment une différenciation entre zones géographiques sur les actions, entre classes d'actifs. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même eu des conséquences assez notables sur les actifs les plus concernés par ces attaques au Moyen-Orient. Donc, tout d'abord, le pétrole, une hausse du baril du pétrole du brut d'environ 20%. Assez logique, ça, pour le coup. Le gaz, en Europe, quasiment 70% de hausse. Donc là, on a vraiment quand même des variations assez importantes. Après, sur les actions, je pense qu'on a deux phénomènes à prendre en compte conjointement. C'est qu'effectivement, en termes de zones géographiques, ce sont les zones les plus concernées finalement par la hausse des prix de l'énergie qui ont le plus corrigé. Donc la zone euro et les pays émergents. Mais on voit aussi un deuxième phénomène qui est un phénomène de prise de profit sur ce qui avait le plus monté. Notamment depuis le début de l'année. Donc effectivement, la zone euro en 2 jours a corrigé de quasiment 6%, mais elle avait aussi surperformé les actions américaines d'à peu près autant depuis le début de l'année, donc on a effacé quasiment cette surperformance. Et quand on regarde dans les pays émergents, qui ont pas mal corrigé aussi, on a une vraie différenciation. Par exemple, la Corée. Alors c'était sacré rallye depuis le début de l'année. Voilà, exactement. On a eu une correction en 2 jours de quasiment 20%. Mais après une hausse de plus de 40% depuis le début de l'année. Alors que vous regardez par exemple la Chine ou l'Inde, les corrections, elles étaient limitées à 3-4%, mais c'était aussi des sous-performances notables depuis le début de l'année. Donc on a vraiment... C'est un rééquilibrage au final quand on vous écoute. Probablement un rééquilibrage et aussi vraiment une prise de profit sur ce qui a le plus marché. On prend un peu de recul et on attend de voir comment tout ça va s'enchaîner derrière, en fait. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la réaction sur les taux, sur les actifs obligataires. Oui. Souvent, on dit les actifs obligataires, c'est l'actif refuge, donc c'est un actif qui va progresser lorsque les actions baissent fortement. On n'a pas eu cette réaction-là. D'accord. Là, on a des actifs obligataires qui ont baissé parce que, en fait, ils vont prendre en compte, les taux ont monté et les actifs obligataires baissent parce qu'ils prennent en compte les risques d'inflation. La hausse des prix de l'énergie pourrait éventuellement se diffuser à l'inflation et donc faire monter les taux et baisser les actifs obligataires puisque l'évolution est l'inverse. Inversement corrélé. Voilà, entre les taux et les actifs obligataires. Mais là aussi, sur les taux, en fait, les taux avaient largement baissé au mois de février. Donc on peut aussi y voir une prise de profit sur un actif obligataire qui finalement avait bien progressé au mois de février. On intègre la nouvelle dimension actuelle et on en profite pour prendre des profits sur quelque chose qui avait monté. Bon, très clair pour cette lecture des marchés, lecture immédiate. Vous aviez publié chez Edmond de Rothschild Asset Management une nouvelle grille d'allocation. C'était en février, si ma mémoire est bonne. Est-ce que déjà vous pouvez la rappeler? Et puis surtout, est-ce que les événements actuels valident ces choix ou vous incitent peut-être à modifier un petit peu l'équipe sur certaines allocations? Alors sur cette grille du mois de février, en fait, on avait fait 3 mouvements principaux. Le premier mouvement, c'était diversifier un peu les actions de la zone euro vers des actions européennes, plus globalement. Et ça, sur cette période un peu volatile, c'est plutôt bénéfique parce que les actions européennes donc, prennent en compte des actions du Royaume-Uni et de la Suisse, principalement par rapport aux actions de la zone euro, et qui sont 2 pays où on trouve des valeurs qui vont moins réagir. Parce que c'est soit un peu plus de valeurs énergétiques qui ont tendance à réagir positivement à la hausse du pétrole,
soit ce sont des valeurs qu'on dit plus défensives, la pharma, comme exactement, la santé, la pharma, ou des valeurs de consommation qu'on va dire de base, comme des Nestlé en Suisse, exactement, ce genre de choses. Voilà, tout à fait. D'accord. Et donc ça permet en fait d'amortir un petit peu la volatilité des actions. La zone euro a sous-performé l'Europe dans sa globalité, vraiment sur cette période très volatile. Donc ça, c'était le premier choix, c'est ça ? Le premier choix. Le deuxième choix, c'était de renforcer les pays émergents. On a lu beaucoup, 2026, l'année des pays émergents, exactement. Et on l'a dit à l'instant, pour certains, ça s'était confirmé dès le début de l'année. Exactement. Il y avait plusieurs idées derrière. Déjà, on est dans une période où, géopolitiquement, depuis le début de l'année, on a des États-Unis qui sont un peu plus agressifs, on va dire. On peut le dire, je pense qu'on a le droit de le dire. Par le Venezuela, le Groenland, l'Iran aujourd'hui. Et en fait, ce qu'on voit depuis le début de l'année, c'est aussi que les pays cherchent à diversifier les marchés, les accords commerciaux en dehors des États-Unis vers le reste du monde. De nouveaux partenaires. Exactement. On a vu des accords entre l'Europe, l'Inde, le Canada, la Chine, le Mercosur. Donc voilà, on cherche à diversifier en dehors. Ça peut profiter aux pays émergents. On réinvente des logiques commerciales. Exactement. Ouais. De plus, ce sont des pays où les valeurs sont moins chères, et donc ça peut profiter. Et on est dans un moment où on voit les performances qui étaient très concentrées, beaucoup sur les États-Unis, ça s'étend un peu au reste du monde. Ça a commencé l'année dernière, mais on pense que ça va continuer, et donc les pays émergents peuvent en profiter. Alors effectivement, sur cette période très volatile, les pays émergents souffrent un peu. C'est ce qu'on peut se dire. Est-ce que ça reste valable ? Ceci dit, depuis début février, c'est toujours la zone qui performe le mieux par rapport au reste du monde. Oui. On l'avait conseillé de le renforcer en allégeant un peu des actions plus internationales, et ça a plutôt bien fonctionné. Et on pense effectivement que pour le coup, cette thématique de diversification internationale reste d'actualité. Et on le voyait même juste avant le déclenchement des frappes. La thématique des taxes douanières revenait un peu sur le devant de la scène, et donc ça reste toujours d'actualité. Et c'est le dernier axe alors ? Et la dernière chose, alors là c'est un conseil plutôt concentré sur les profils les plus agressifs, les plus offensifs, c'était d'intégrer des actions minières. Ah, voilà. D'accord. Alors, les actions minières, parce que ça a un lien avec l'or et qu'on voit plutôt une thématique de long terme, même si ça a bien fonctionné l'année dernière, une thématique de long terme sur l'or, et sur tous les autres métaux. On va parler du cuivre aussi. Voilà, lié aussi à l'intelligence artificielle, etc. Et donc là, une vue plutôt long terme. En revanche, on sait que ce sont des actifs qui sont plus volatiles. Oui. Et c'est pour ça qu'on conseille de les mettre plutôt sur les profils les plus offensifs et pas sur les profils plus prudents. Plus prudents, et là, c'est un peu plus volatile, effectivement, mais on conserve la vue que l'or devrait rester, même si c'est un peu plus volatile, un actif refuge, et donc bénéficier aussi aux actions minières dans leur globalité. Est-ce qu'avec ce conflit, et peut-être finalement un élément qui va être important aussi, c'est sa durée, il y a des choses aujourd'hui qui vous semblent plus sûres. Quelles poches d'investissement sont susceptibles de mieux résister ? Est-ce que, notamment, un mouvement, on a vu le dollar revenir en force sur ces derniers jours, on voit finalement qu'on s'est beaucoup interrogé sur le rôle de valeur refuge du dollar. On voit que quand il y a une crise, quand même, ça fonctionne encore. Oui. Le dollar fonctionne encore comme valeur refuge et effectivement devrait continuer à fonctionner. C'est quelque chose qu'on conseille effectivement d'avoir un petit peu en portefeuille au travers finalement des fonds d'action internationales qui sont du coup exposés à des valeurs dollars. Donc ça c'est quelque chose. On a parlé de l'or, c'est un peu plus volatile compte tenu de la forte hausse. On a vu, depuis le début de l'année, on a des mouvements qu'on n'avait jamais vus sur l'once. Donc c'est plus volatile, mais ça reste selon nous quand même un actif qui peut rester refuge. Oui. Après, sur les actions, on en a parlé, une correction sur les actions de la zone euro par rapport au reste du monde, et notamment par rapport aux États-Unis. Donc on a effacé la surperformance. Les actions américaines pourraient quand même tenir un petit peu mieux, parce qu'on l'a dit, la zone euro est un peu plus concernée par la hausse des prix de l'énergie. Maintenant, la forte différence de performance qu'on a eue sur ces derniers jours pourra peut-être s'amoindrir quand même. On a un petit peu moins de différence, mais voilà.
Sur les obligations, Oui, alors on a dit que c'est intéressant parce que on a dit que c'était pas que ça n'avait pas joué comme son rôle de protection. Et ça va probablement pas jouer un vrai rôle de protection comme on l'entend, c'est-à-dire que comme la crainte elle est sur l'inflation, effectivement, on va probablement pas avoir une hausse des obligations lorsque les marchés d'actions baissent, si cette baisse elle est due à un renforcement du conflit ou dans la zone. En revanche, aujourd'hui, on considère qu'on n'est pas non plus sur un scénario, on va dire, à la 2022, si on se rappelle 2022, le déclenchement. L'année de la grande correction généralisée. Où on avait eu des obligations qui avaient baissé autant que les actions. Oui. Voilà, donc des obligations qui risquent de ne pas forcément monter, mais qui baisseront quand même moins que des actions si vraiment on a un moment de grande panique et de conflits qui s'intensifient et qu'on tourne sur un chaos, on va dire. Justement, le mieux pour éviter la panique, c'est de réfléchir. Vous avez 3 scénarios chez Edmond de Rothschild Asset Management. Chaos, voilà, le mot est lâché. Guerre d'usure ou changement de régime. Déjà, ça va m'intéresser de vous entendre sur la probabilité peut-être de ces scénarios et surtout ce qu'ils vont impliquer très concrètement sur les mois à venir. Ouais. Alors, les probabilités qu'on met sur ces 3 scénarios... On commence par lequel, le pire ou... On va commencer par le pire. Alors, chaos, allez, c'est parti. Voilà. Donc, chaos, on lui donne une probabilité de 20%. Donc, c'est quand même pas négligeable, mais c'est minoritaire par rapport au reste. L'idée, c'est qu'il n'y aurait pas d'alternative, finalement, au régime actuel. Oui. Et on partirait dans une sorte de guerre civile avec des milices qui pourraient avoir un fort pouvoir de déstabilisation. Et donc ça serait ça entraînerait une longue instabilité. Hein. Donc pas quelques semaines ou quelques mois, aussi, mais vraiment sur long terme. Et le risque, c'est qu'effectivement, ces milices, elles pourraient déstabiliser le passage dans le détroit d'Ormuz ou les raffineries ou les productions de pétrole. On sait, c'est capital pour le transport pendant du pétrole. Longtemps. Un peu comme ce qu'on a avec les Houthis, on en parle souvent, mais avec une plus grande ampleur, vraiment. Donc là, c'est le Yémen et c'est sur la partie plutôt transport maritime, transport commercial et l'accès... Sachant que le point risqué, c'est vraiment le détroit d'Ormuz et ce passage des pétroliers et la production de pétrole et de gaz naturel dans la région. Donc, si on a ce scénario-là, ça veut dire qu'on a un risque géopolitique qui est durablement élevé. Et donc, idem sur des prix du pétrole, des prix du gaz, qui monterait encore plus, parce que là, à 84-85 $ le baril, on est un peu sur un niveau, on va dire, plafond. Et donc, ça serait une crise supplémentaire qui ferait monter encore plus ces prix-là et qui resterait sur des niveaux très élevés. Et donc, là, un risque inflationniste... Là, la crainte inflationniste, elle se matérialise. Elle se matérialise, voilà. Et elle se transmet à l'économie. Et donc, là, effectivement, on part sur un scénario très négatif sur les actifs risqués, mais aussi sur les obligations. Bon, 20% de chance pour ça. On va regarder le deuxième, guerre d'usure. Alors, c'est pas complètement le chaos, mais c'est pas... Exactement. On en prend, pardonnez-moi l'expression, pour au moins quelques mois. Exactement. Guerre d'usure, c'est 50% de probabilité, selon nous. D'accord, ok. Et donc là, c'est quelques semaines, quelques mois, effectivement, de conflits un peu larvés et une désescalade plutôt initiée par Donald Trump. D'accord. Un régime, finalement, iranien qui est assez résilient, mais avec un pouvoir un peu disséminé. Et en fait, il faut garder en tête qu'à la fin d'année, aux États-Unis, on a les élections. Novembre, ça va arriver Exactement. très vite. Et donc, Donald Trump, en fait, il serait tenté quand même de mettre fin aux hostilités et d'arriver à contenir ce prix du pétrole qui a des conséquences non négligeables sur la consommation, en tout cas le sentiment aux États-Unis. Et donc, à l'approche des élections, il privilégierait plutôt un retour au statu quo et il pourrait le faire avec un discours un peu victorieux quand même, parce que l'idée c'est de sortir gagnant de ça en disant qu'il a éliminé les leaders du régime iranien et que les choses avancent, etc. Et fortement amoindrie, voire oblitérée complètement. Exactement. D'accord. Là, en fait, si on a ça, on aura quand même une stabilisation des prix du pétrole et ensuite une baisse.
Donc ça permettrait, selon nous, quand même un rebond des actifs risqués. Si on regarde à très très court terme, hein, vraiment, on ne peut pas forcément prolonger sur mais sur les quelques heures, quelques jours qu'on voit, on voit que quand on a là depuis 24 heures une stabilisation des prix du pétrole, on voit que ça plafonne effectivement sur les $85, bah, les marchés d'actions ont l'air de stabiliser aussi un petit peu. Pari qu'ils sont en train de faire quelque part. Donc là, ça va rester volatile avant d'avoir plus de visibilité, mais c'est un peu ce scénario-là qui a le plus de probabilité selon nous. Voilà, attendez, si j'ai bien suivi, 20% le chaos, 50% un conflit un peu long, il nous en reste 30%. Là, c'est le changement de régime. Et là, c'est le scénario positif. D'accord. C'est-à-dire qu'on a une transition vers un régime, alors, soit démocratique, transition au mieux. Plutôt rapide en plus. Ouais. Quand même. Au mieux, un régime vraiment démocratique. Au moins bien un régime plus modéré. Au moins bien un régime qui serait en tout cas plus conciliant avec les États-Unis. Et là, finalement, en tout cas d'un point de vue politique, c'est un peu le scénario, entre guillemets, à la vénézuélienne. C'est ce que j'allais dire, c'est un peu ce qui est en train de se dessiner au Venezuela, hein, quelque part. Finalement, c'est pas complètement la démocratie, mais la nouvelle personne en place est plus conciliante avec les États-Unis. Il y a eu pas mal de diplomates américains qui sont au Venezuela, on commence, les liens ont repris. Et donc là, on revient sur les thématiques dont on parlait en début d'année, qui sont une croissance finalement économique assez solide, un marché de l'emploi aux États-Unis qui a l'air de se stabiliser, pas mal de dépenses fiscales, que ce soit aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Europe. Ça relance, hein, il faut le dire, il y a du plan de relance. Et donc tout ça peut revenir sur le devant de la scène et se prolonger. Et finalement, quand on prend un peu de recul et qu'on regarde les données économiques, les dernières données économiques qu'on a eues, notamment les indicateurs avancés hier aux États-Unis, étaient bons. Et si on peut avoir cette désescalade, on revient sur cette thématique-là et les actifs risqués, que ce soit actions et crédits, peuvent repartir largement à la hausse. Bon, un constat au final, prudemment optimiste. Quel message vous avez envie que les gens qui nous regardent retiennent de cette vidéo et se dire, bon voilà, en tant qu'investisseur, voilà ce que je dois garder en tête pour essayer de garder une certaine sérénité sur les semaines qui viennent. Alors, nous, ce qu'on dit toujours, c'est dans ces cas-là, il faut essayer de prendre un peu de recul. Ce que je disais, revoir les fondamentaux économiques étaient solides avant, et donc pour l'instant, il n'y a pas de disruption de cette croissance économique, et ça reste bon. Si la situation ne tourne pas au chaos, notre objectif, c'est plutôt de conseiller de revenir sur les actifs risqués. Maintenant, effectivement, à très court terme, on ne va pas sortir de cette période de volatilité. Ayons en tête que ça fait moins d'une semaine que les attaques ont commencé, donc c'est quand même très court. Même l'année dernière, la fameuse guerre des 12 jours avait duré 12 jours, donc plus qu'une semaine. Donc c'est normal qu'on ait encore... C'est très long en temps médiatique, mais en temps réel, c'est plus... C'est normal, et on aura encore un peu de volatilité sur les marchés financiers. Et l'idée, c'est qu'il faut voir dans quelle mesure on est capable de l'encaisser. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est qu'effectivement, sur la gestion pilotée, on conseille plusieurs profils. Sur les profils les plus agressifs, ils vont être effectivement beaucoup plus investis sur des actifs plus risqués, des actions avec des choses un peu plus risquées. On parlait des minières tout à l'heure. Sur les profils un peu moins agressifs, ce qu'on a aussi, c'est ce qu'on conseille d'avoir, ce sont des fonds dits flexibles pour parfois 15 à 20%. Parce que ça permet d'amortir... Peut-être, Marie, rapidement le fonds flexible. En fait, ce sont des fonds dans lesquels les gérants ont la possibilité de faire varier l'exposition au risque de façon assez forte. Voilà. En fonction, et de façon assez rapide aussi, en fonction de leur vue justement sur l'actualité, sur l'évolution de la situation. Et ce qu'on recherche en conseillant l'investissement dans ces fonds-là, c'est amortir les phases de volatilité et permettre de reprendre du risque de façon plus proactive et plus réactive aussi sur ces gestions pilotées. Bon, voilà, explication limpide d'une situation qui l'est beaucoup moins, avec les bonnes décisions à prendre. Et surtout, moi je retiens à garder la tête froide. Merci beaucoup Marie pour ces explications. Merci Laurent. C'est fini pour l'Actu Bourse, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.